m'appelle Sophie Plumer et j'ai eu la joie d'être invitée par l'association Agapa pour animer ce live qui s'intitule Comment bien préparer, vivre et accompagner un retour au travail après un deuil périnatal. Euh, Cette invitation m'a touchée à plusieurs égards et m'a intéressée à plusieurs égards. D'abord parce que j'ai vécu un arrêt de grossesse cette année, en février. Et donc forcément, ça a chamboulé un peu ma vie et la manière dont je comprends et j'ai envie d'agir pour ce sujet. Et puis aussi parce que aujourd'hui, donc je produis des podcasts, notamment un podcast qui s'appelle Chef, dans lequel j'interviewe des managers et des leaders d'entreprise. Et en fait, on a construit, imaginé et enregistré un épisode de podcast que vous pourrez retrouver sur ma chaîne de podcast plutôt début 2023 avec l'association Agapa pour traiter particulièrement le sujet de la manière dont on vit le deuil périnatal en entreprise. Donc ça, c'est la manière dont je m'engage avec Chef. Et puis aussi, avant, dans ma vie antérieure, j'étais manager et j'étais RH, salariée dans une entreprise. Et j'ai eu à accompagner notamment des femmes, mais aussi un homme qui s'était livré à moi, ouvert à moi sur le fait qu'ils avaient perdu une grossesse, soit une femme avait perdu une grossesse, soit l'homme avec sa femme. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais bien démunie pour savoir comment accompagner ces personnes et j'aurais bien aimé qu'on me guide. En tout cas, j'avais essayé de faire de mon mieux pour les guider, mais ce n'était pas simple. Voilà. Donc, ce sujet me tient particulièrement à cœur à double titre. Et j'ai eu envie de t'inviter, Malika. Je vais te laisser te présenter. Mais je t'ai invité à co-animer ce live avec moi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu m'as accompagnée en tant qu'amie, mais aussi en tant que thérapeute dans le deuil que j'ai dû faire et dans l'épreuve que j'ai dû faire. Et j'ai trouvé ton accompagnement particulièrement précieux et intéressant aussi à partager avec les personnes qui vont nous écouter en live ou en replay. Je te laisse te présenter. Merci Sophie. Moi, je suis super contente d'être là. Je me sens vraiment dans la gratitude. Ça paraît un peu débile et en même temps, ce dont on va beaucoup parler là, c'est des émotions et de ce qui nous traverse dans ces instants-là. Et moi, j'avais envie de dire ça parce que ça fait un moment qu'on en parle de ce live et maintenant c'est là. Donc c'est pareil. Comment je pourrais me présenter? Donc, je m'appelle Malika Azayez. Donc là, je suis à Toulouse. Je reçois en psychothérapie et en coaching professionnel notamment ici et depuis ici, c'est-à-dire en visio. C'est le gros de mon activité. Moi, je travaille beaucoup avec le mouvement, aussi la dimension énergétique. On va dire de manière tranquille, quoi. C'est pas obligé d'en parler tout le temps et en même temps, c'est tout le temps là, que ce soit le mouvement ou l'énergie qui circule. Voilà ce que je pourrais dire sur moi. Je crois que c'est un sujet qui me touche parce que, en premier lieu, il touche quand même beaucoup de femmes. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Je crois que c'est des trucs qui m'excitent un peu, moi, les choses dont on ne parle pas, surtout quand c'est des choses aussi importantes. Donc voilà, à la fois parce qu'on n'en parle pas, à la fois parce que ça parle du corps. Je me sens hyper concernée par ça. Je sais que je me suis toujours intéressée à ce qui se passait dans ces années de vie pour la femme, de l'idée de concevoir, d'avoir un enfant jusqu'à ah, tiens, je deviens mère et qu'est-ce que ça change pour moi? Et il y a la partie côté femme ou la personne qui porte l'enfant et puis éventuellement la compagne, le compagnon. Donc il y a tout ça quoi. Ça c'est vraiment des sujets qui me passionnent et c'est des sujets sur lesquels il y a peu de mots. Et quand il y a des mots, ça se fait dans des petits cercles, mais c'est comme si dans la vie normale, c'était pas le bon endroit pour en parler. Voilà. Et ça, c'est vraiment des trucs qui, moi, me éveillent ma curiosité, voire peuvent me mettre en colère. Donc voilà, j'ai envie
de participer à ma manière pour ça, quoi. Pour que les choses puissent se dire. Parce que Mm. souvent, quand elles se disent, elles se libèrent corporellement. Je te propose de rentrer peut-être dans le vif du sujet de ce que vivent les gens en entreprise ou avant, enfin, voilà, dans une sphère plutôt professionnelle, on va dire. Peut-être ce qui est important de dire aussi, c'est que toi, avant d'être coach et thérapeute, tu as eu une vie en entreprise. Mm. Tu as été manager, tu as accompagné aussi des entreprises sur des sujets de management, de transformation, d'organisation. Donc, tu parles aussi avec cette vision-là et cette compréhension-là de, de la sphère professionnelle. Euh, Quelque chose de très pratico-pratique. Si vous avez des questions à nous poser au fil du live, vous pouvez les mettre dans la petite boîte à questions qui est en bas de votre écran. Il y a une petite bulle avec une question. Posez-les là, ça va nous permettre de les suivre parce que si vous les mettez en commentaire classique, on va pas pouvoir les retrouver quand on arrivera à la session un peu questions-réponses. Voilà. Euh, Alors Malika, la première question que j'avais envie qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de revenir au travail pour des parents dont la grossesse s'est arrêtée de manière parfois très précoce ou très tardive ou même juste après l'accouchement, qui perdent cet enfant. Pourquoi c'est un sujet, pourquoi le retour au travail est un sujet vraiment difficile et c'est presque tabou aussi d'en parler en entreprise. C'est quoi ta vision là-dessus? Euh, Ce que je dirais d'abord, c'est que c'est un événement qui est éminemment transformant. On ne revient pas comme on est parti. Et même quand on revient, il peut y avoir différentes phases, en fait. C'est pas, on n'est jamais dans un état complètement statique toute notre vie, mais là, forcément, il se passe quelque chose qui impacte corporellement, qui impacte émotionnellement, qui impacte du point de vue des projets, même qui peut impacter le couple dans son ensemble. Ça veut dire que on est vraiment sur des chocs de vie qui sont importants. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une question à se poser sur finalement comment je reviens en fait, qui je suis maintenant que j'ai vécu ça. Peut-être je ne suis pas exactement la même personne qu'il y a un mois, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a une partie qui a vraiment pas bougé, où je ressens de la stabilité. On verra que sur ce sujet-là, il n'y a pas une réponse, il y a une infinité. Mais en tout cas, il y a à considérer que je reviens au travail dans un état différent. Et déjà, considérer ça, c'est s'autoriser à être accueilli comme ça. Il y a aussi le fait que le cadre de référence probablement a bougé. Si je m'apprêtais, par exemple, à devenir maman et que du jour au lendemain, c'est pas ce qui va se passer et que je sais pas si même ça adviendra un jour, euh, c'est extrêmement fort, ça peut être extrêmement violent. Euh, et une chose est sûre, c'est que il y a comment je le vis à titre personnel et comment ça peut exister dans ma vie professionnelle en fait. Quelle place je suis prête à donner à ça? Est-ce que j'ai envie d'en parler ou pas? C'est aussi toutes ces questions-là qui se posent. C'est pas revenir dans le monde d'une manière générale, c'est revenir au travail. Avec, j'ai envie de dire, toutes les complexités qu'on peut déjà connaître dans son environnement professionnel. Il y a des Mm. personnes qui sont très épanouies au travail pour qui, je veux dire, tout va bien, mais ces personnes-là sont assez rares. Et il y a toutes les petites nuances, tensions qu'on vit déjà dans un environnement qui est souvent pas simple à appréhender. Mm. Mm. Et c'est vrai qu'on avait dit par rapport aux cas qui sont un peu compliqués, sur lesquels il y aurait besoin d'aide un peu plus spécifique. Peut-être c'est quelque chose qu'on peut poser dès maintenant, en Oui, t'as fait. raison. T'as raison. Je reviens, j'aurais dû le dire en introduction, mais ce qu'on va dire aujourd'hui dans le live, on va prendre des cas en entreprise, on va dire standard, c'est-à-dire on va pas parler d'environnement de travail qu'on peut qualifier de toxique ou de très difficile ou de cas très individuels ou extrêmes. Donc on va peut-être les pratiques qu'on peut vous donner, les conseils qu'on va vous donner, l'environnement dans lequel on va discuter. On va exclure les cas, par exemple, de harcèlement ou les cas, voilà, vraiment trop compliqués qui là nécessitent
qu'on se pose davantage, qu'on étudie le cas de manière plus spécifique et qui ont peut-être besoin d'un accompagnement aussi avec des spécialistes, que ce soit la médecine du travail, des médecins, des psychologues ou autres. Voilà. Donc c'est effectivement important de poser ce cadre-là. Mm. Donc du coup, tu me disais, oui, pourquoi c'est difficile de revenir au travail? Parce que déjà, c'est un état de transformation pour nous. Clairement. Et puis, on se projette plus de la même manière entre quand j'étais avant et après avoir Mm. vécu un deuil. Et du coup, ça nécessite aussi, parce qu'il y a ce changement-là, de considérer quel va être à nouveau le bon cadre par rapport à la place du travail et par rapport à comment je veux évoluer ou comment je veux être vue. Ça nécessite en fait probablement à ce moment-là de se re-questionner un peu sur, OK, quelle place pour moi avec ce travail, qu'est-ce que j'ai envie de dire ou pas, mais il y a quelque chose à préparer en fait. C'est pas comme si le même cadre je sais pas s'il allait ou pas avant, pouvait juste être copié-collé sur l'après. Il y a quelque chose à regarder et on y viendra dans le meilleur des cas à regarder pas seul quoi, aussi avec l'entreprise. Il y a aussi euh, à regarder comment ça peut être accompagné. Voilà. Mm. Et c'est ça aussi qu'on va regarder. Ok. Ouais, donc on comprend bien quand l'intitulé de notre live, c'est comment préparer, vivre et accompagner, on comprend pourquoi c'est important de préparer, parce que Mm, vraiment, mm, on change d'état. mm, On change d'état parfois enfin, on est en train de se transformer, c'est une manière de nous transformer, et donc il faut savoir du coup comment euh, bien préparer avant de réintégrer l'entreprise pour que ça se passe le mieux possible. Donc mm. justement, quel est, selon toi, le premier réflexe que les personnes qui nous écoutent peuvent avoir et doivent avoir peut-être pour bien préparer leur retour au travail? Euh, je dirais que le premier réflexe, c'est quelque chose en lien avec le sentir, en fait, pour déterminer quel est le meilleur moment pour moi. Mm. Peut-être c'est pas le bon moment maintenant. Peut-être je suis même pas en capacité de savoir quand ce sera le bon moment. Peut-être même à ce stade, je me dis ce sera plus jamais. Donc il y a vraiment quelque chose à accueillir ça, en fait, à se dire, il y aurait pas une injonction à ce que tout reprenne comme avant. Probablement que c'est pas possible. Il y aurait juste à regarder déjà, ok, ce serait quoi le meilleur moment? Est-ce que maintenant je me sens prête? Est-ce que ça a du sens pour moi? Peut-être même ça peut me faire du bien de quelque part essayer de reprendre une vie normale si je me sens prête. Donc c'est vraiment ça qu'il y a à regarder. Déjà déterminer quel serait le meilleur moment pour moi. Euh, je dirais que pour répondre à cette question, il y a vraiment à regarder mais comment je me sens en fait. Est-ce que physiquement j'ai des douleurs? Est-ce que émotionnellement je me sens suffisamment bien? Euh, est-ce que j'arrive à me concentrer comme avant? Est-ce que je peux être en lien, suffisamment en lien? Parce que travailler, c'est aussi souvent être en lien. Donc voilà, il y Avec a les vraiment tout autres? ça à regarder, être en lien avec les autres. Voilà, est-ce que c'est soutenable pour moi ou pas encore? Avec la croyance positive que si c'est pas le bon moment maintenant ou pas comme ça pourra l'être à un autre moment et peut-être différemment. Mais il n'y aurait pas une fatalité à c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Non, Mm. non. Donc voilà, c'est vraiment ça la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai la force de revenir maintenant? Hmm. Ok. Euh, c'est pas évident parfois de savoir si j'ai envie. Parfois, Hmm. on est vide, on ne sait pas ce qu'on pense, on a du mal à mettre des mots. On est, voilà, oui, on a du mal à mettre des mots. On a du mal aussi à sentir son corps, Hmm. qui a été un peu traumatisé, qui a vécu des choses qu'on n'aurait pas envie qu'il vive. Donc, Hmm. comment on fait pour sentir l'état émotionnel et physique dans lequel on est? Hmm. Ça peut prendre différentes formes. Euh, j'ai créé un petit outil qui s'appelle météo multidimensionnelle. Je pourrais vous en parler après. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus mental, mais là, ce qui me vient et ce que j'ai envie de partager avec toi et avec vous toutes et tous, c'est plutôt quelque chose d'un mouvement. En fait, je vais vous proposer juste, je, je me souviens un tout petit peu, de mettre votre main juste sur le cœur comme ça.
Et puis, relâcher tout ce qui peut être relâché, quoi. On n'a pas besoin de se tenir droit vraiment. Il y aura juste à être le plus posé possible sur la chaise ou sur le sol. Respirer. Et puis laisser venir, comme depuis votre corps jusqu'au creux des mains, un message qui viendrait du corps et peut-être du cœur, parce que moi, il se trouve que j'ai mes mains sur mon cœur. Et il y aurait juste à accueillir cette phrase qui vient, ou ce mot, ou cette couleur, ou cette sensation. Voilà. Je vous laisse regarder s'il y a quelque chose qui vient. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est OK aussi. Parfois, on sent rien. C'est pas grave. Ça, c'est une manière. Il y en a une infinité. Une autre chose qui est un peu plus mentale, ce serait de regarder les différentes dimensions sur lesquelles on peut se poser la question. Physiquement, comment je me sens? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que je me sens détendue? Est-ce que j'arrive à bien manger? Est-ce que j'arrive à bien dormir? Enfin, des trucs vraiment basiques qui parlent de mon corps physique. Ok. Ça, c'est vraiment hyper important. En plus, il se peut que dans ces moments-là, des choses qui étaient là précédemment prennent une ampleur encore plus grande. Il y a des mots qui, à ce moment-là, genre, explosent, ça devient insupportable, alors que jusque-là, je vivais avec, voire je les sentais pas, j'étais dans mon rythme, quoi. Donc, il y a vraiment à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau corporel pour moi et, et à pas faire comme si c'était pas là. Encore plus qu'avant, à regarder ces symptômes-là. Hmm. Donc ça, c'est pour la partie corps physique. Après, il Peut-être y a... que excuse-moi, Vas-y. je peux juste peut-être apporter mon éclairage sur ce que tu dis au niveau corps physique. Moi, après l'arrêt de ma grossesse, j'ai eu extrêmement mal au dos. Et Hmm. donc, j'ai en fait déclaré une hernie discale qui était déjà là, mais la douleur de ma hernie discale s'est révélée de manière très importante jusqu'à être presque paralysée en fait. Et, euh, et je me souviens que donc moi je suis à mon compte, je suis freelance aujourd'hui, donc si je travaille pas, bah, j'ai pas de salaire, j'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai pas de salaire. Et donc je voulais absolument reprendre à travailler. Et je me souviens qu'être dans un état physique complètement proche enfin, du néant, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me lever, je pouvais pas m'asseoir et je pouvais à peine aller aux toilettes. Mais par contre, mon mental fonctionnait et donc je m'étais dit, bah, en fait, je peux travailler depuis mon lit, c'est pas grave. Et je me souviens qu'on en avait parlé à ce moment-là et tu avais eu cette phrase en me disant, mais Sophie, en fait, si tu prends tes besoins primaires physiques de est-ce que tu peux boire, manger, marcher, aller aux toilettes, te doucher, en fait, déjà, ces besoins-là ne sont pas remplis. Donc, est-ce que tu penses vraiment que tu dois reprendre à travailler? Et là, quand tu m'avais dit ça, ça m'avait vraiment fait l'effet un peu enfin, d'un miroir hyper important parce que j'avais pris conscience de l'état physique dans lequel j'étais, alors même que j'avais extrêmement mal au dos et que j'étais sous morphine, etc. Donc, je trouve que pour aller enfin, dans, dans ce que tu dis, non seulement il faut sentir, mais il faut aussi essayer, en tout cas de mon point de vue, parfois on a envie on sent, mais on n'en tient pas compte. Ou peut-être pas assez compte de l'état physique dans lequel on est, donc être assez exigeant dans le niveau, le bien-être physique dans lequel on est pour reprendre à travailler parce que ça va me demander un effort supplémentaire. Ça va me demander de me déplacer, de prendre les transports, d'être assis toute la journée ou d'être debout, voilà, de marcher dans les couloirs, etc. Et même si ça me demande pas un effort physique hyper important, ça me demande un effort mental de concentration qui a un effet sur mon corps. Donc si en plus j'ai des douleurs à me traîner, enfin avec lesquelles je me traîne, bah en fait ça peut tenir un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine, mais après le corps reprendra vite ses droits, je pense, et donc finalement ce retour au travail sera pas pérenne et sera difficile. Je sais pas si tu partages ce Si, si, que je je dis. partage ça, d'autant plus que là, on est en train de se focaliser de manière très intellectuelle sur le corps physique, mais on va voir après la partie mentale, la partie Mm, émotionnelle, éventuellement la partie énergétique. Et en fait, c'est pas différentes parts de moi. Donc ça veut dire que même si
physiquement, j'ai un tout petit peu mal, mais s'ajoute à ça, je sais pas, moi, une tristesse, voire des questions existentielles à ce stade. C'est pas juste la partie physique, c'est vraiment aussi l'ensemble euh, et on va dire la somme de ce qui se vit peut être vite insupportable ou très difficile à vivre et encore plus en environnement professionnel en fait, qui est pas un lieu. Enfin, voilà, normalement quand on est malade, on est en arrêt de travail. Il y a quelque chose où on prend soin, on est mis à l'écart jusqu'à ce que ça aille mieux. Donc c'est pas pour rien aussi. Il y a vraiment un endroit où même si l'entreprise peut prendre soin des retours, il y a aussi un endroit où il y a un moment où c'est pas son rôle entre guillemets. Il y a la médecine du travail, il y a le médecin traitant, il y a des associations spécialisées. Il faut pas hésiter aussi à aller vers ces acteurs Hmm. qui sont vraiment là pour ça. Mais ce qui est important de ce que tu dis, c'est prendre le temps. En fait, l'entreprise n'est pas là pour nous soigner ou guérir nos maux. Ça Non. peut être là pour, on y va pour travailler et ça peut parfois être on dit souvent, le travail, c'est la santé. Donc, ça peut nous aider à penser à autre chose, à passer à autre chose, à voir des Mm. gens. Donc, il y a tout un côté positif, à avoir une utilité, Mm. à avoir une stimulation intellectuelle. Donc, très bien. Mais il faut qu'on s'y sente prêt. Et si tant qu'on ne s'y sent pas prêt, euh, l'entreprise et le travail ne nous aidera pas trop, en fait. Mm. Mm. Ouais, je pourrais dire, Ok. c'est comme s'il y avait une marche minimale, c'est-à-dire Mm. un niveau minimal en deçà duquel ce serait même plutôt contre-productif et aller contre sa santé que d'y aller. C'est-à-dire Mm. qu'il y a un endroit où, euh, ouais, c'est ça. Et je peux pas parler de risque, mais il y a quand même un peu ça, hein. Il y en a qui le mettent, je vois dans le chat. C'est quand même pas rien de retourner au travail, de dire, de choisir de dire ou de pas dire, le regard des autres, les éventuels questionnements. Donc on y viendra un peu après. Mais c'est pas rien. Donc en soi, c'est aussi un moment de vie important, ce retour au travail. Mm. Au-delà même de l'événement qui génère le retour au travail. Mm. Ce que je voulais dire sur les différentes autres facettes, pour finir sur la partie météo, c'est que les questions qu'on peut se poser, c'est comment je me sens corporellement, on vient d'en parler. Comment je me sens mentalement? Est-ce que j'arrive à réfléchir? Est-ce que j'arrive à me concentrer? Est-ce que j'arrive à écouter? Est-ce que j'arrive à faire des liens logiques comme avant? Parce que des fois, il y a des chocs tels, on peut être dans des situations traumatiques où ces fonctions-là sont altérées. C'est possible. Et tout ça, c'est aussi des choses qui sont à regarder euh, pour qu'elles soient traitées, en fait. Parce que je l'ai Mm. vu passer, il y a certaines personnes qui parlaient du MDR. Oui, ça fait partie des outils qui peuvent être super efficaces. Et donc, c'est important que vous puissiez dire, ah, mais en fait, physiquement, ça va à peu près, sauf qu'en fait, j'arrive plus à sortir de chez moi, je suis paniquée, ou alors je veux plus parler aux gens. Et tout ça, c'est des symptômes hyper importants. Mm. Je suis triste, je pleure, j'ai du mal à avoir de la joie. Exactement. Mm. Donc voilà, cette partie-là. Donc le physique, comment je me sens mentalement, comment je me sens émotionnellement. Tu vois, quand tu dis je suis Mm. triste, Ouais. je me sens souvent triste, très en colère, j'ai envie de me renfermer, j'ai pas envie de sortir. Et puis énergétiquement, globalement, comment je me sens, quoi. Et donc c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont à se poser, avec peut-être en cerise sur les gâteaux, une fois que je me suis posé ces questions-là, mais finalement, qu'est-ce qui serait bien pour moi là? Ce serait quoi qui serait bien? Est-ce que je sens que j'ai besoin de sortir? Est-ce que je sens que j'ai besoin de rester encore un peu chez moi? Est-ce que j'ai besoin de voir juste des gens qui m'aiment et à qui je peux parler ou à qui j'ai pas envie de parler? Peu importe, mais il y a vraiment à regarder ça avec le plus d'attention possible parce qu'en fait, il y a un endroit où les gens pourront vous questionner, mais personne ne pourra se poser ces questions-là à votre place. Personne ne pourra sentir là où vous êtes et presque d'instant en instant. Parce qu'il y a des cycles en fait, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, potentiellement, c'est pas ce que vous vivrez dans une semaine, quoi. Ça va bouger aussi. Donc là, on se dit, voilà, comment moi je me sens. Et à partir du Oui. moment où j'ai à peu près les idées claires et on part du principe que je suis prête à retourner au travail, comment bien préparer ce retour au travail, c'est cette première journée, cette première semaine, ce premier mois, tu vois. Mm. Je vois dans les commentaires qu'il y a vraiment des gens que ça peut inquiéter, qui se sentent pas, ou alors qui se posent pas mal de questions sur je dois le dire, pas le dire, à qui le dire, etc. Est-ce que t'as des idées là-dessus? Euh,
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une règle où il faudrait dire ou une règle il faudrait pas dire. Il y a vraiment à sentir comment vous vous sentez. Parce que, et surtout, moi, ce qui me semble très utile, ce serait de pouvoir identifier dans ce que vous connaissez de votre entreprise et des gens qui y sont, s'il y a une personne qui pourrait être pour vous une personne relais. Que ce soit son rôle officiel ou pas, et peut-être c'est un manager, peut-être c'est un RH, mais peut-être pas. Mais est-ce que vous pouvez identifier une personne en qui vous avez en confiance et à qui vous pourriez dire plus de choses qu'à d'autres? Ça paraît vraiment, pour moi, être un premier pas qui permet la bascule pour y retourner. En fait, de savoir qu'il y a une personne qui pourra vous écouter au moins un peu à la hauteur de ce que vous avez envie de dire, hein. Et ça se trouve, vous n'avez pas envie de raconter et c'est OK. Mais au moins sur lequel, avec qui vous pourrez échanger sur vos besoins, en fait. C'est vraiment ça. C'est pouvoir trouver une personne qui sera en capacité d'écouter vos besoins, vos demandes spécifiques éventuellement, et avec qui vous pourrez, à partir de cet échange, peut-être reconstruire un cadre de travail. Qu'est-ce que je peux lui demander à cette personne? Qu'est-ce que je peux, tu vois, quand tu dis exprimer les Mm. besoins, construire un cadre, comment est-ce que, qu'est-ce que je, quelles sont peut-être les questions que je dois me poser pour construire ce cadre? Moi, je dirais qu'il y a déjà la question de la parole et tu vois, est-ce que j'ai envie est-ce que je l'ai dit aux gens ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Tu vois, donc déjà, je pourrais dire, bah, cette personne, je pourrais lui dire, bah, en fait, tu sais quoi, j'ai pas envie d'en parler. Et même si les gens savent, moi, je préfère qu'on me pose pas de questions. Ou à l'inverse, je sais que les gens sont au courant et j'accepte de répondre à telle question. Par contre, ça, peut-être, ça va être difficile, tu vois. Mais il y aurait quelque chose déjà sur la parole. Ce serait quoi le bon cadre pour moi, en fait, par rapport à ce qui est dit. Ensuite, il y aurait vraiment l'histoire du cadre de travail, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui j'ai du télétravail, est-ce que c'est tout en présentiel, est-ce que j'ai besoin d'aménager ça, est-ce que j'aurais besoin d'un peu plus de temps parce que j'ai des analyses à faire, parce que d'un point de vue santé, je sais pas complètement ok, est-ce qu'il y a des aménagements encore plus conséquents à faire, auquel cas ça se fait aussi avec la médecine du travail. Mais finalement, il y a quand même déjà plein de choses qu'on peut nommer en fait. Tu vois, et puis peut-être juste par exemple, je peux imaginer des choses qui peuvent être compliquées quand on a décidé de revenir, hein. Je parle pas de cas où on se sent pas de revenir, mais quand on a décidé de revenir, on peut imaginer que, je sais pas, je pourrais anticiper que bah, voir une femme enceinte, je pourrais être pas hyper bien, même si c'est quelqu'un de proche, et surtout si c'est quelqu'un de proche de moi. Ok, ben c'est pouvoir le nommer aussi à cette personne qui serait une personne relais ou référente, au moins pour le dire, bah tu sais, ça va mieux, mais peut-être il y aura des moments difficiles pour moi, auquel cas je me mettrai un peu en recul. Ça peut être aussi ça. Hmm. Euh, il y a vraiment à se laisser accueillir aussi, pouvoir dire et se laisser accueillir. Ouais. Oui, dans ce que tu dis, je comprends que c'est important aussi on peut préparer des choses, donc identifier la personne, lui dire l'état dans lequel on est, ce dont on a besoin, voir avec la médecine du travail, le temps de travail, s'il y a Oui. des aménagements de poste. Euh, Moi, je pense que dans la mesure du possible, c'est important d'avoir un échange avec son encadrement, avec son Mm. manager, avec son chef d'équipe, son ou sa chef d'équipe. Pas forcément en disant j'ai vécu ça et donc, mais dire j'ai vécu un truc d'un point de vue santé. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail et donc j'ai besoin d'un aménagement d'espace, de temps, de charge de travail, de sujets, etc. Et voilà. Mais en complément de tout ça, du cadre et de ce qu'il y a dans le cadre, je comprends qu'il faut accepter aussi que ce cadre, il évolue et il puisse Mm. évoluer très vite et qu'il y a des imprévus. Mm. Oui, oui, clairement. En fait, je pense que en vivant ce type d'expérience, on est directement confronté et de manière intense, voire violente, au fait qu'on ne sait pas prédire l'avenir. En fait, ce qui s'est produit là, on ne savait pas le prédire. Dans une moindre échelle, on est confronté à ce truc-là de la vie de pas savoir. C'est pareil, en fait, chaque moment de la vie est pareil, et quand on vient au travail, il y a aussi à vivre l'expérience et à se laisser sentir et à rester en conscience de ça, c'est-à-dire pas s'oublier. Je pensais que ça allait bien se passer. On avait parlé du cadre, on s'était dit ça va se passer comme ça, et finalement, c'est pas le cas. Ben, il y a un endroit où il faut pas lâcher. Soit ce qui est juste pour vous, c'est de reprendre peut-être encore un peu de recul, un peu de temps off si c'est possible. Soit il y a à en reparler en fait. Soit il y a à réajuster le cadre ou redire ben, finalement c'est pas ce qu'on s'est dit et c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Mais il y a vraiment à laisser exister ces besoins
quitte à réitérer ses demandes ou à les faire évoluer si le besoin évolue. J'aimerais bien aussi avoir ton avis sur le sujet du jugement. Mhm, Euh, Son jugement à soi vis-à-vis de son état, mhm, le jugement de nos proches mhm, vis-à-vis de notre état et du coup de nos décisions, de reprendre ou pas le travail, et aussi le jugement de notre manager, de notre équipe, mhm. si on prend part du principe que il y a quelques personnes qui sont au courant de ce qui s'est passé pour nous. J'ai pas de question vraiment précise, mais est-ce que tu as, t'as un avis, un regard sur, sur la manière de manipuler ce ou ces jugements et de vivre Ouais. ce ou ces jugements? Moi, je le vois un peu de manière corporelle, un peu comme des cercles concentriques. Il y aurait un premier cercle autour de moi, c'est le jugement que j'ai, moi sur moi, moi toute seule. Je peux me dire que vraiment je fais de la merde et que je pourrais quand même retourner bosser, ça va, quoi. Physiquement, ça va. Alors oui, je pleure un peu, mais ça va. Enfin, je veux dire, je suis en bonne santé. Ok, premier cercle. Je suis pris dans un autre cercle qui est, peut-être, tu avais dit celui des collègues, ou non, la famille. La La famille, les famille proches. qui soit va Je être super vois, triste, en mode, t'es plus triste toi, mais elle est super triste, la famille. je Ouais, vois tu disais PMA quoi? pour mon histoire qui dit retourne au travail, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées, alors que psychologiquement, c'est impensable pour moi, j'ai l'impression d'être incomprise. Mhm. Mhm. En fait, il peut y avoir les deux cas, c'est-à-dire, enfin, même une infinité de cas. Il peut y avoir des familles dans lesquelles, effectivement, comme on le voit là, mais ça va te faire du bien, tu vois, ça va te booster. Ok, bon. La famille projette que ça va faire du bien. Ou, ou il peut y avoir des cas aussi à l'inverse où vous en êtes plus exactement là, mais les gens à qui vous en parlez sont hyper tristes, mais sont dans une tristesse dans laquelle vous n'êtes plus. Et ça aussi, vous êtes dans cette sphère-là. Il y a aussi, comme tu le disais, les collègues qui peuvent projeter des choses, imaginer des choses. Mais il y a quand même un endroit où celle qui est au centre, ou celui qui est au centre, le cercle, c'est vous, quoi. Vraiment. Et donc, moi, on peut pas s'empêcher de juger, on peut pas s'empêcher d'imaginer pour l'autre, mais il y a un endroit où revenir à vous, c'est-à-dire pour la personne qui venait de mettre le mot, ok, mais si vous, de manière très profonde, ce que vous sentez, c'est pas le bon moment, et peut-être ça ne sera jamais à nouveau dans cette boîte-là. C'est aussi possible, ça. Je veux dire, faut se le dire. Il y a des changements qui sont tels que c'est aussi à considérer, en fait. Et juste le considérer, ça permet de le libérer. Hmm. Juste parce que je me dis, je me laisse la porte ouverte à ce que ce soit vraiment un si gros changement, peut-être je le considérerai plus et je vais y retourner. Mais il y a à laisser la porte ouverte, en fait. Tant que je reste crispée sur le fait qu'il faut que j'y retourne exactement ou le plus proche possible de ce qu'était avant, je reste crispée là-dessus. En tout cas, pour en revenir au jugement, euh, moi j'aurais envie de parler d'une chose pour se remettre au centre et se remettre au centre dans les relations. Hmm. Ouais. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Donc, c'est autour de la communication non violente. Et j'aime bien ça parce que, en fait, je suis pas en train de dénigrer le fait que ma famille, peut-être ce qu'elle me dit, je trouve ça complètement délirant et j'ose même pas le dire, quoi. En revanche, je peux dire, je sais pas, moi, j'observe que, en fait, quand vous me voyez, vous avez vraiment des choses importantes à me dire, des conseils à me donner. Moi, ce que je sens, c'est que je me sens un peu perdue parce que, voilà, je me sens un peu perdue quand vous me donnez des conseils. Donc, je vous dis les étapes. J'observe. Je ressens. Mon besoin, c'est deux. Et ma demande, ce serait deux. Donc, j'observe qu'en fait, quand on se voit, vous me donnez beaucoup de conseils. Ce que je ressens, c'est que, en fait, moi, je me sens perdue quand vous me donnez tous ces conseils-là. Peut-être ça m'agace, ça peut, tout est possible. Mon besoin, en fait, ce serait de laisser décanter. Et ma demande, ce serait peut-être de pouvoir faire mes choix plus seule et de vous en parler quand j'ai fini de les prendre, en fait, quand j'ai fini de prendre mes décisions. Là, j'invente complètement. Mais en fait, c'est de moi dont je parle, de mes besoins, de ce que j'observe. Donc, je parle aussi de l'autre. Et en même temps, je place l'autre à un endroit que je choisis. Et lui peut aussi me répondre, en fait. Mais il y a un endroit où je ne décide pas pour l'autre. Et l'autre ne décide plus pour moi non plus. C'est-à-dire, ce que projette ma famille, c'est ce que projette ma famille. Et moi, la manière dont je respire, c'est juste la manière dont je respire, quoi. Donc, voilà, je dirais ça sur le jugement. Accepter, ouais. Accepter ses propres choix, c'est pas simple. Je voyais dans les commentaires, mon conjoint
ne comprend pas ou mon conjoint aimerait bien que je retourne au travail, c'est sûr que c'est difficile d'avoir à la maison quelqu'un qui va pas bien peut-être. Ou à l'inverse, on peut ne pas comprendre quelqu'un qui a vécu quelque chose de qu'on pourrait qualifier de traumatisant et qui qu'on a l'impression que ça n'est jamais arrivé. Mm. C'est déroutant. Mm. Mais chacun, ce que je comprends, c'est chacun a ses émotions, ça lui appartient. Et nous, en tant que personnes concernées, on doit avant tout s'écouter, mettre des mots sur nos besoins et pour pas et être à l'aise avec ça, quoi. Être ok avec ça, que on a raison de s'écouter. Mm. Et plus que jamais, il n'y aurait pas un mouvement meilleur qu'un autre. Il n'y aurait pas Mm. un chemin avec une temporalité. Il n'y aurait pas, comment dire. Imaginons le choc, c'est ça. Il n'y aurait pas ça, c'est mieux que ça. Non, en fait, votre mouvement, c'est juste votre mouvement. Avec l'idée que vous avez le droit de le vivre, que peut-être il va durer, mais peut-être pas. Et se laisser l'opportunité que juste le vivre, ça peut déjà permettre de le faire bouger, c'est vraiment hyper puissant. Si vous vous figez en mode oh là là, je fais ça, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est pas pareil que je fais ça et au bout d'un moment, bon, C'est voilà. ok, je l'ai fait quelques C'est minutes et ça. c'est Donc il y ok. a vraiment à relâcher, comme juste Mm. d'observer, comme on observe en méditation la météo. Ok, mon mouvement c'est celui-là. J'ai pas envie de bouger de chez moi. Ou alors si, oh là là, j'ai super envie d'y aller, ça n'a pas de sens, j'ai l'impression que ça. Et en fait, j'ai envie. Eh ben on y va quoi. Mm. Et on réajuste. On se remet dans l'univers professionnel. On Oui. s'est dit, on a préparé, on a identifié une personne référente, on a Mm. exprimé nos besoins, on a défini un cadre. On accepte que ce cadre il puisse évoluer. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, pour bien vivre ce retour au travail que tu aimerais nous partager? Euh, Peut-être comment une fois qu'on est revenu, bah comment dire, comment on fait évoluer ce cadre aussi sans Mm. tu vois parce que je pense à notamment au rôle de la personne référente. Comment on peut l'utiliser pas juste à l'instant T, mais dans la durée. Mm. Moi, je me dis que ça dépend aussi beaucoup de la relation avec cette personne-là, mais ça peut être quelqu'un qu'on voit peut-être une fois par semaine, tu vois, ou une fois toutes les 2 semaines, juste pour faire un point en fait, voir comment ça évolue. Euh, il y a aussi un endroit où, moi, le mot qui me vient, c'est remettre de l'humain en fait. Tu sais, c'est comme si garder ce lien-là, c'était rester en contact avec les parties humaines de nous en fait, de pas Mm, se laisser embarquer dans un rythme, ça arrive. Ou se laisser vivre des trucs qui sont en fait insupportables, mais que je continue à vivre jusqu'à ce que vraiment je puisse plus venir. mm, Voilà, donc il y aurait vraiment, je dirais, avoir de la vigilance et peut-être comme un, j'aime pas trop ce mot-là, mais en même temps, il me vient comme ça. Puis en plus en anglais, j'étais avec monitorer, tu vois. Et finalement, sur la semaine, comment je me suis sentie, comment je suis le matin quand je sais que je vais aller bosser. Puis quand j'arrive, c'est comment, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai des moments de joie la journée au travail ou pas. Est-ce que j'ai des moments de frustration? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont extrêmes, en pic, fréquentes, pas? Donc, il y aurait vraiment à s'observer aussi pour regarder comment réajuster ce cadre, en fait. mm, Euh, ouais, je dirais que ce serait ça. De rester avec une forme de vigilance et de monitoring. mm. Mhm. Ça peut peut-être faire peur, je sais pas, aux gens qui nous écoutent, de se dire, faut que je me pose toutes ces questions. Ça me paraît compliqué. Hmm. Est-ce que ça paraît compliqué de s'observer, c'est ça que tu dis? Mm. Ouais. Et donc, ce serait moins compliqué juste de vivre des choses désagréables et surtout rien en faire. C'est ça. C'est ça la logique, Sophie. Je sais pas. Ça se tient. Il y a un truc où dans l'effort, peut-être, j'entends ce que tu dis de se questionner, c'est un effort. Et moi, je suis plutôt avec se laisser mal, c'est souffrant. Mm, Mais j'entends ce que tu dis. J'entends que c'est un effort. Après, c'est peut-être quelque chose qui peut être déporté, sur lequel il peut y avoir du soutien. Tu vois? Peut-être j'ai quelqu'un dans ma famille qui peut jouer ce rôle-là. Peut-être que j'ai un ami ou une amie que je peux avoir une fois par semaine, ou avec qui je peux manger, ou mais tu vois, il y a aussi à comment
dans ces périodes-là, je peux trouver du soutien aux endroits où j'ai besoin, en fait. Je suis pas obligée de faire ça seule, en fait. Tu vois? Mm. C'est Et d'ailleurs. puis, je viens aussi à un endroit qui est potentiellement, si je me mets dans le cas, donc je suis une femme et j'ai eu une interruption de grossesse, je reprends le travail, je suis pas seule non plus, peut-être j'ai un compagnon, une compagne, peut-être que lui aussi vit des choses comme ça, et tu vois, ça peut aussi être un croisement. Donc voilà, il y a aussi comment je peux trouver du soutien partout où il peut y en avoir. Mm. Je pense qu'on peut rappeler à ce moment-là que c'est le rôle aussi de l'association Agapa de Oui. soutenir les familles endeuillées, les femmes et les familles de manière générale. Et puis, toi, ça peut être ton rôle aussi, donc toi ou d'autres thérapeutes, mais d'accompagner et d'aider dans le chemin de Oui. vie. Euh, Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait beaucoup aidé et qui est assez spot quand je parle de l'association Agapa ou d'une thérapie. Ça peut paraître long, coûteux aussi peut-être, enfin même si c'est pas le cas de l'association, mais de faire appel à un thérapeute. Euh, tu, tu travailles, tu le disais en introduction, beaucoup avec le corps et avec les énergies et Mm. t'avais pratiqué sûrement un soin Reiki, qui est un soin Mm. énergétique par apposition des mains sur une vingtaine de points sur le corps. Donc c'est pas du tout intrusif, c'est très doux. Ça permet de se reconnecter à son corps. Et, euh, et moi, ça m'avait fait beaucoup de bien pour mettre des mots sur mes besoins Mm. de Mm. manière simple. Donc ensuite, chacun trouve la manière dont Mm. qui est le plus approprié pour lui. Mais moi, Mm. je me souviens que quand tu m'avais fait ce son Reiki, le premier mot qui m'était apparu, c'était le mot sécurité. Et en Mm. fait, j'étais dans un état d'esprit après l'arrêt de cette grossesse de renouveau, je plaque tout, je redémarre, je vais faire le tour du monde. Enfin voilà, un élan de vie énorme. Et je sais que c'est assez fréquent après la perte. Euh, Quand dans une phase de deuil, on a l'effet inverse, on peut avoir l'effet inverse. Et donc du coup, j'allais me mettre dans une position d'insécurité complète. Et finalement, ce soin m'avait fait me reconnecter avec mes besoins corporels qui n'étaient pas les mêmes que ce que le mental me disait. Mes besoins Mm. corporels qui étaient non, mais en fait, on va y aller très doucement. Tu vas Mm. reprendre contact, tu vas reprendre ta vie au calme, ton travail, tes amis, ta famille, tes repères, quelques activités, etc. Et petit à petit, comme ça, j'ai repris la vie Mm. normale, en fait. Mm. Et tout envoyer valser. Alors, il y a sûrement des gens pour qui ça, c'est positif, mais en fait, pour moi, j'avais senti qu'en fait, c'était pas du tout bon, alors que mon mental me disait ça. Voilà. Mm. C'est pour dire que on peut se faire accompagner de plein de manières différentes. Agapa, des thérapeutes, mais il y a des soins aussi comme ça, des thérapies très courtes finalement qui peuvent nous Mm. aider et passer par des voies différentes que juste Mm. la voix au sens sonore du terme. Mm. Et en fait, je trouve que j'ai envie de rajouter que le cadre à réfléchir au moment de la reprise du travail, il y a aussi ça dedans. C'est-à-dire, il y a le cadre en lien avec l'entreprise et il y a le cadre que je me fixe moi pour retourner en entreprise. Mm. Très certainement qu'il y a des endroits où c'est comme si, tu l'as dit, il y aurait à faire des efforts. Tu vois, il y a un endroit où euh, peut-être il y aurait avec un peu plus je sais pas, d'effort, en tout cas un mouvement un Dur, peu plus en direct. Ouais. force. Ok, je vais peut-être me dire une fois par mois, je vais me faire masser. Mm. Ou une fois par Ah, mois, je veux des meilleurs amis. Tu vois, mais à injecter comme un peu de force du bon à certains endroits, là où peut-être naturellement, c'est juste je reviens de vacances et je retourne au travail. Je pense peut-être pas tout ça. Mais là, mm. il y a un endroit où il faut soutenir, en fait. Tu vois, il y aurait vraiment à soutenir le pas à pas et ça fait partie du soutien. Mm. À la fois dans le soutenir le pas à pas et à la fois dans ce que tu parlais de quelque chose de thérapeutique. Et par rapport à la partie thérapeutique, aller marcher en forêt, ça peut être thérapeutique et extrêmement corporel, mais il y aurait quand même tant que possible à vivre ça, Mm. à trouver des endroits où
je peux me sentir vibrer comme ça et à nouveau en connexion avec moi de manière positive. Ouais. Mm. Malika, il nous reste un petit quart d'heure. Donc pour les Ouais. gens qui nous écoutent, on s'est fixé jusqu'à 14h30. Euh, on va passer aux questions qui nous avaient été posées pour préparer le live et puis aux quelques questions de la boîte à questions. Mais la dernière question que je voulais te Mm. poser avant cela, c'était comment ça se passe côté entreprise? Je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de managers, moi, qui m'ont écrit quand j'ai communiqué sur ce live sur ça m'intéresse parce que je suis pas concernée par le deuil périnatal. Par contre, j'ai eu à accompagner des gens et je me suis retrouvée bien bête. Donc, Ouais. est-ce que tu as des conseils pour des managers, Mm. des encadrants ou juste des accompagnants Mm. pour accompagner les personnes endeuillées? Mm. Déjà, comme tu dis, il y a vraiment quelque chose il y aurait à informer, à sensibiliser. Déjà, il faut savoir que ces cas-là sont pas des cas dispersés. Je veux dire, la part de la population qui est touchée par ces sujets-là est juste énorme, en fait. Mm, Elle est énorme et proportionnellement inverse à ce qu'on en dit. Donc, il y a vraiment déjà, en tant que manager, en tant qu'encadrant, on se dit, en fait, quand je regarde les gens dans mon équipe, c'est vraiment un sujet qui a touché de près ou de loin quasiment la totalité de mon équipe. Si c'est pas directement un collaborateur, peut-être c'est son frère, c'est sa sœur, c'est sa mère, enfin, peu importe. Donc, il y a vraiment quelque chose ça nous concerne tous. Il y aurait un besoin de pouvoir former, de pouvoir sensibiliser. Et en premier lieu, je pense en tant que manager, de pouvoir adapter les feuilles de route selon les besoins, tu vois, selon les envies. Euh, on pourrait se dire, ah mais moi, peut-être qu'il faut que j'écoute, peut-être qu'il faut que je questionne, peut-être qu'il faut que je sache ce qui s'est passé. Pas nécessairement. Accueillir quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire savoir tout ce que la personne a vécu et là où elle en est aujourd'hui. Peut-être ça peut être hyper intrusif de connaître cette histoire. Peut-être même qu'elles disent qu'elles se sont profondément tristes et qu'elle ne sait plus si elle a envie de venir travailler. Peut-être c'est hyper fort en fait. Et surtout, on n'est pas obligé d'en arriver là. Il y aurait dans cette phase-là à juste considérer que son besoin est légitime, sans chercher à le légitimer par le fait que vraiment l'histoire qu'elle m'a racontée est super dure, je comprends, je vais valider sa demande. Tu vois, donc il y aurait vraiment à lâcher ce truc-là et juste à faire confiance que la personne n'est pas en train d'abuser. Peut-être qu'elle demande même qu'un dixième de ce dont elle a vraiment besoin, en fait. Parce que mm. souvent, on est là-dedans, en fait. Souvent, on demande moins. Donc voilà. Donc il y a vraiment à mettre un maximum de respect et, euh, et accueillir tout ce qui est accueillable. Avec, dans l'idée aussi, euh, quand soi-même, on se sent dépassé par le sujet parce qu'on le comprend pas, parce qu'on sait pas, de pouvoir aller questionner, soit des personnes, tu vois, dans ces métiers, donc des gens qui sont plus côté RH, plus qu'il puisse y avoir aussi le fait de réaiguiller vers la médecine du travail, ou peut-être vers des associations. Il y a quand même de plus d'entreprises qui bossent sur les sujets de la parentalité. Donc, tu vois, c'est aussi des endroits où il peut y avoir du relais, là où moi, peut-être, ben, je fais de mon mieux pour accueillir, et c'est déjà peut-être le max que je puisse faire. Donc, il y a vraiment Mm. ça. Il y aurait aussi, ça c'est s'il y a quelque chose une action volontaire en entreprise, des choses à faire autour de mettre en place des groupes de parole, tu vois, des cellules de faire bénéficier de cellules d'écoute, de choses comme ça. Ça aussi, c'est des choses qui sont possibles, qui Ouais. peuvent être mises en place. Ouais, je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, sur la vision plutôt manager que moi j'ai vécu, expérimenté, euh, et revenir aussi sur la notion de jugement. Je pense que c'est Mm. important de pas chercher à savoir absolument ce qui s'est passé. Mm. Donc en tant que collaborateur, on n'est pas obligé, de raconter tous les moindres détails, voire c'est pas utile du tout hein, de raconter les moindres détails et de ne pas juger proportionnellement à la gravité. Donc c'est pas parce que on a perdu une grossesse s'est arrêtée au bout de 3 semaines ou au bout de 2 mois que c'est moins grave que quelqu'un qui a perdu voilà, dont la grossesse s'est arrêtée au bout de 6 mois. Enfin, c'est pas proportionnel. La Mm. tristesse n'est pas proportionnelle, la douleur n'est pas proportionnelle. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est important et d'être beaucoup dans le besoin et d'accepter tout ce qu'on s'est dit, mais que le besoin puisse évoluer. Mm. Euh, Malika, dans les questions qui nous avaient été posées en préparant ce live,
Euh, il y a une question qui était, faut-il respecter un temps de repos avant de reprendre le travail? Hmm. Euh, ce qu'on s'était plutôt dit, c'est qu'il n'y a pas de il faut. Il n'y a personne qui serait en mesure de dire pour vous ce dont vous avez besoin. Donc, ce serait vraiment à chacun, à chacune de dire comment vous le sentez-vous, en fait. Mm. Ce qui est sûr, c'est que ça paraît être quand même plutôt une bonne idée de prendre du temps pour soi, avec son ou sa partenaire. Peut-être une journée, enfin, à vous de sentir. Mais après, il y a pas de règle, en fait. Mm. Ça peut être peu de temps, comme Ça beaucoup peut de être peu temps. de temps, ça peut être beaucoup de temps. Ça peut être des vraies ruptures dans la vie aussi. On l'a vu, moi j'ai vu passer des petits messages où la personne disait, ben moi je suis vraiment dans un truc où je me dis que voilà, ma vie maintenant va être vraiment, vraiment différente de ce que j'ai. Donc voilà, tout est possible en fait. Mm. Tout est envisageable. Et il y a à laisser la porte ouverte pour ça. Mm. Euh, ah oui. Non, je prends les questions qui sont dans le live. Euh, Ancrea Estelle nous dit souvent la grossesse n'est pas connue de l'employeur. Comment faire pour ajuster son cadre de travail? Hmm. Bah, moi ce que je dirais, c'est que si Estelle, t'es pas dans l'idée d'en parler, tu peux juste dire que tu as eu un souci de santé, tu vois. Et que ce souci de santé, en fait, fait que tu as besoin d'un cadre de travail un peu adapté, soit en termes d'horaire, soit en termes de position de travail, j'en sais rien, quel qu'il soit. Et il y a peut-être même un endroit où tu peux être appuyé par la médecine du travail, ou bien le médecin peut juste lui aussi appuyer tes demandes, mais il n'y a pas besoin de justifier, tu vois, un peu comme quand tu es en arrêt maladie, ton employeur sait pas pourquoi tu es en arrêt maladie. Et là, tu as vécu quelque chose qui est en lien avec ton corps, avec ta santé, qui fait que ça nécessite des aménagements au niveau professionnel. Et c'est ça qui est demandé. Et tu peux l'appuyer avec des professionnels. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la seule chose qu'il y a à dire. Euh, et il n'y aurait pas à parler de cette grossesse si toi, tu n'en as pas envie. Mm. Complètement. Et peut-être pour aller dans ton sens, moi en tant que RH, parfois il y a des gens qui me donnaient énormément de détails parce que Mhm. comme si ils sentaient que j'avais besoin de ça et moi je les arrêtais tout de suite en disant non, non, mais attends, ça t'appartient, je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de connaître tous ces détails. Parce que forcément, plus j'en connais, à un moment donné, ça va induire forcément des biais ou une inquiétude ou autre et en fait, ça n'a pas sa place dans la sphère professionnelle. Mhm. Et donc, je pense qu'il faut aussi être OK avec ça, le fait que votre employeur, non seulement il n'a pas besoin de tout savoir, mais il n'a pas envie de tout savoir non plus. Mhm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'aurais pas, euh, j'aurais pas eu cette vision-là, mais en fait, ce que tu dis, moi, ça résonne aussi à un endroit de recevoir la parole de l'autre quand elle est d'une telle intensité, peut être violente pour la personne qui le reçoit, qui s'y attendait pas en fait, qui est Oui. pas formée pour ça. Et ça peut être risqué pour les deux. Mm. Un, de pas être accueilli, et l'autre, de se sentir vraiment hyper mal, pas à sa place, quasiment incompétent, et d'avoir des réactions qui peuvent être violentes, mais pas au premier chef de la violence, mais comme juste la personne peut Non, être juste figée en fait. Vous lui racontez une histoire et en fait c'est tellement dur pour elle elle bouge pas, qu'elle est. non. Donc Oui. voilà, c'est ça le risque aussi, c'est qu'il y a un endroit où euh, il y a à accueillir quoi. Et des fois c'est pas facile. Mm. Donc moi je serais pas aussi catégorique sur le fait de pas dire. Je resterai sur qu'est-ce qui vous semble juste à vous. Et si vous le dites, d'accepter que la personne en face puisse vibrer d'une manière différente que ce à quoi vous vous attendez, quoi. Mm. Si pour vous, dire, ça veut dire être accueilli d'une certaine manière, peut-être c'est un peu rigide et c'est un peu risqué parce qu'il y a toujours un risque dans la relation. Voilà. Et, et peut-être en complément, Jacques Estelle nous dit la grossesse n'était pas connue, mais si vous Mm. êtes dans un cadre de travail transparent, de confiance, bien sûr, vous pouvez le dire aussi. Mm. Mm. Dire, bah voilà, moi, j'ai vécu ça. Et c'est peut-être aussi l'occasion d'échanger sur le fait que vous êtes en train de créer une famille, de fonder ou d'élargir votre famille et que c'est un projet que Mm. vous avez en cours. Et c'est OK aussi. Mm. 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 Euh, j'ai deux questions sur, euh,
Est-ce que c'est normal et légitime de ne pas se sentir capable de retourner au travail, mais de ne jamais y retourner? J'ai l'impression d'être peut-être totalement incomprise là-dessus et d'extrapoler mes sentiments. Et une autre question sur le rejet total du lieu de travail. Est-ce que c'est fréquent? Donc, en tout Hmm. cas, là, je comprends dans ces deux questions qu'il y a une vraie impossibilité en fait à retourner au travail Hmm. et où ça questionne. Est-ce que c'est Hmm. normal? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que je vais bien? Hmm. Euh, je suis toujours embêtée avec la question c'est normal. Je sais pas s'il y a une norme. En tout cas, je sais que ça arrive. Voilà, le truc est d'une intensité et potentiellement d'une violence au sens inattendu tel que ça retourne des situations. Oui, c'est possible. Et donc ça arrive qu'on n'ait plus envie de retourner dans ce travail-là ou que le lieu même soit impossible. Oui. Après, ce que je peux dire, c'est que quand même, il y a à regarder qu'est-ce qui se passe autour de ça et comment vous vivez et vous fonctionnez aujourd'hui. Comment ça, c'est un symptôme peut-être du trauma que vous avez vécu et comment ça, c'est à traiter aussi. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir retourner, de ne pas vouloir sortir, de vouloir rester chez soi, c'est en soi un symptôme qui est à regarder euh, vis-à-vis du trauma, en fait. Et le trauma se soigne. Voilà. Donc, je suis vraiment. Et donc, il y a différentes euh, thérapies, et puis il y a différents types d'accompagnement, notamment comme le fait Agapa. Mais voilà, il y a vraiment à regarder ça comme euh, c'est à considérer, pas à juger. Et il y a un endroit où il y a à prendre soin parce que ça veut dire quelque chose. Et il y a à regarder ce que ça veut dire. On peut pas dire là comme ça veut dire ça, mais il y aurait à regarder. Voilà. Une dernière question, Malika, on en a un petit peu parlé, mais sur le regard d'autrui. Mhm. Euh, Quelqu'un qui dit j'appréhende beaucoup, je dois reprendre le travail et j'appréhende beaucoup le regard d'autrui. Mhm. Comment le gérer? Euh, on s'était posé la question avec Sophie et moi, ce qui m'était venu, c'était je peux pas empêcher l'autre d'avoir un regard particulier sur moi. Je peux pas l'empêcher de projeter des trucs sur moi par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il connaît de moi, par rapport à ce qu'il invente. Ça va advenir. La personne va voir quelque chose sur mon visage, peut-être même qu'il n'existe pas. En revanche, ma part à moi, c'est toujours pareil, hein, c'est de sentir là où je suis aujourd'hui et de déterminer quel serait mon besoin, moi. Moi, comment j'aurais envie d'être regardée, en fait? Comme quelqu'un, peut-être qui se sent un peu triste ou qui a du mal à revenir au travail et qui a besoin d'être soutenu, ou comme quelqu'un qui va bien et qui a envie d'aller de l'avant. Et c'est ça en premier lieu qui doit être questionné, actualisé et dit au monde. Tu vois, tant que je dis pas à quelqu'un, c'est quoi en fait moi mon besoin, c'est ça, il peut pas le deviner. Peut-être il va croire que vous avez besoin d'être soutenu ou de recul. Il peut croire ce qu'il veut en fait. Et donc il y a un endroit où comment vous voulez vous positionner. En fait, en tant qu'être humain, on a cette capacité à sentir et à dire en fait qu'est-ce qui serait bon pour nous. Ça veut pas dire que ça va advenir, mais quand même ça oriente. Si moi je dis, euh, écoute, ça fait une semaine que je suis revenue et euh, quand je te vois, je sais pas ce que tu penses, peut-être parfois je peux être gênée, mais moi mon besoin, ce serait que tu me dises bonjour avec le sourire et qu'on parle de tout et de rien. Ben, la personne, elle sait quoi. Elle est plus dans le noir, elle est plus avec ses projections. Et ça veut pas dire que je suis pas triste ou qu'il se passe pas autre chose, mais en tout cas mon besoin c'est celui-là. Hmm. Il y a une toute dernière question sur laquelle on peut peut-être essayer d'appliquer ce que tu dis, qui me paraît vraiment importante. C'est Andrea qui dit je suis partie en congé maternité. Comment réagir aux félicitations à mon retour, surtout des collaborateurs qui sont non proches? Hmm. Moi, à cet endroit-là, je serais avec l'idée de la personne relais, de regarder comment quelque chose peut se dire ou peut s'organiser pour que ce soit le plus humain et le plus accueillant possible quand Andrea, tu reviens au travail, en fait. Tu vois, peut-être c'est pas quelque chose qui doit venir que de toi. Peut-être tu peux demander du soutien. Je sais pas si déjà tu t'en es ouvert au travail ou pas, mais en tout cas, moi, j'aurais ce mouvement de dire, OK, ce que j'entends, si je me mets à la place d'Andrea, c'est, il s'est passé ça. Pour moi, c'est douloureux. Je vais probablement revenir, mais quand je veux revenir, je voudrais qu'on me félicite pas, quoi. Je sais pas, tu vois. Et ça me semble être quelque chose qu'on peut poser avec une personne de confiance, pas à tout le monde. Mais peut-être quelque chose peut s'organiser pour que, à cet endroit-là, il y ait le plus de délicatesse possible. Et peut-être il y aura un ou deux impairs, mais peut-être
à 80-90%, ça peut se faire avec beaucoup de respect, quoi. Voilà, je suis avec ça. Mais peut-être tu as une idée, toi aussi, Sophie, sur le sujet. Bah, je reviens sur le besoin, effectivement. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un prenne mon relais? Est-ce que j'ai besoin de le dire moi-même? À qui? Et puis, euh, et puis, à un moment donné, effectivement, se préparer à ce que ça peut arriver. Et Mm. donc, à ce moment-là, si ça peut arriver que des gens me disent félicitations parce que, voilà, Mm. même si j'ai pas pu prévenir toute l'entreprise, et bah, comment je fais pour essayer de le vivre le mieux Mm. possible? Donc, peut-être Mm. en, en préparant une petite phrase, peut-être en juste acceptant, en disant merci et puis en passant à autre chose, peut-être en débriefant avec la personne relais ou quelqu'un de confiance qui va pouvoir accueillir les émotions que ça Mm. suscite. Mm. Mm. Et là, on avait un témoignage de Tagala qui nous disait bah, que c'est ce qu'elle avait vécu et que du coup, son manager et des personnes dans l'entreprise avaient pris le relais et du coup, elle avait décidé d'informer en fait du décès de son enfant. Mm. Et que du coup, a priori, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est une illustration. On va s'arrêter là, il est 14h32. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Un grand merci Malika, j'espère Merci. que notre échange aura pu vous aider, vous ouvrir des portes, des idées et puis vous inciter à en parler, à vous connecter à votre corps, à vos émotions et puis à exprimer vos besoins. Mm. On, Merci à vous. on est disponible l'une et l'autre si besoin de répondre à des questions ou si envie de creuser certains points, voilà, de poursuivre l'échange après ce live. Un grand merci à ceux qui étaient présents et présentes pendant ce live et puis à ceux qui nous ont écoutés en replay. Merci Malika. Merci à toi, merci à vous.